Il n'y a pas très longtemps, un certain Elon Musk accusait les médias de propager le racisme anti-blanc, un terme souvent décrié, voire moqué par les antiracistes. Le racisme anti-blanc serait même une théorie d'extrême droite fumeuse et pourtant 80% des Français croient en son existence. Et le principal argument de ceux qui réfutent l'existence d'un tel phénomène consiste à dire que, certes, les Blancs peuvent être victimes d'attaques et d'insultes en raison de leur couleur de peau, mais que la discrimination qu'ils subissent n'est pas systémique, et qu'il faut bien différencier racisme systémique et racisme individuel. Je fais la différence entre haine et racisme. Alors effectivement, il peut y avoir des hostilités, de la haine, des brutalités même physiques à l'égard de personnes qui sont blanches en raison de leur couleur de peau. Et ça, évidemment, il faut le condamner. Mais quand on parle de racisme, on parle d'une histoire. On parle d'une idéologie qui a été conceptualisée et qui a produit des conséquences matérielles et institutionnelles. Donc c'est des idéologies qui ont été traduites par des institutions qui ont donné lieu à des colonisations, à de l'esclavage et à des génocides. Les exemples évoqués le plus souvent sont que les Blancs n'auraient pas de difficultés à trouver un logement ou un emploi spécifiquement à cause de leur couleur de peau. Et c'est vrai, seulement voilà. Le problème, c'est que le concept même de racisme systémique est biaisé, et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et il vient d'ailleurs en bonne partie de militants antiracistes afro-américains, et dans leur système de pensée, le racisme est un système de domination mis en place par le monde blanc contre les racisés. Et si on suit cette logique, alors tout le monde peut être victime de racisme, sauf le blanc, ce qui est évidemment une aberration totale. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, le but de cette vidéo n'est pas de nier que les Noirs, les Maghrébins ou les Asiatiques souffrent aussi de racisme. Par contre, tenter de réunir toutes ces communautés autour de l'étiquette de non-blanc, c'est non seulement de la manipulation, mais c'est aussi un non-sens complet, parce que tous ces racismes ont leurs particularités, et chacun de ces groupes n'est pas discriminé pour les mêmes raisons. Le racisme anti-noir, par exemple, pour paraphraser les mots de notre ministre Pape Ndiaye, est davantage un racisme de mépris que de haine. Et c'est le groupe qui subirait le plus le racisme systémique. Là où les Maghrébins, eux, sont plus souvent rejetés pour leur appartenance religieuse et leur comportement jugé parfois agressif et violent. Et eux subiraient autant de racisme individuel que systémique. Et le racisme anti-asiatique, quant à lui, se baserait davantage sur une essentialisation de caractéristiques autant positives, travail, discipline, intelligence supérieure, etc., que négatives, docilité, manque d'individualité, etc. Et les Asiatiques subiraient beaucoup plus de racisme individuel que systémique comparé aux deux autres. C'est-à-dire qu'ils ont plus de chances de se faire traiter de que de se voir refuser un appartement, par exemple. Alors, s'il semble évident au monde entier qu'il faut combattre toutes ces formes de racisme, le racisme anti-blanc, lui, en revanche, est purement et simplement nié. Pour la simple et bonne raison que les Blancs ne subiraient pas les mêmes torts que les Noirs ou les Maghrébins, par exemple, par rapport au logement ou à l'emploi. Ils seraient peut-être plus à rapprocher de ce que les Asiatiques subissent. Or, les Asiatiques, s'ils subissent relativement peu de discrimination à l'embauche ou au logement, il ne viendrait à l'idée de personne de nier que le racisme anti-asiatique existe. Vas-y la chinoise. La sœur de Pikachu a dit la D. C'est fou cette histoire. C'est incroyable. La chose très simple à comprendre, c'est que le racisme ne s'exprime pas de la même manière selon les groupes visés. Et ce n'est pas parce que le racisme anti-blanc n'a pas les mêmes conséquences que le racisme anti-noir qu'il n'existe pas. Et ce n'est pas non plus parce que ces conséquences sont différentes qu'elles sont moins graves. Alors ici, on va lever le tabou et affronter la question vraiment frontalement. Et comme le font les militants antiracistes, on ne va pas hésiter à prendre des exemples autant en France qu'aux États-Unis, sachant que de toute manière, ce qui se passe aux États-Unis finit forcément par arriver en France quelques années plus tard. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous lire la définition du racisme issue du dictionnaire de la sociologie. Le racisme consiste à définir un ensemble humain par des attributs naturels, à en déduire des caractéristiques intellectuelles et morales qui valent pour chacun des membres de cet ensemble, quelles que soient leurs actions et leurs volontés, et à éventuellement prolonger ces représentations par des pratiques d'infériorisation et ou d'exclusion. Et donc, comme les sociologues, on va considérer ici le blanc comme une construction sociale, c'est-à-dire qu'on va définir le blanc comme le résultat des représentations qu'on s'en fait. Alors ça semble un peu technique dit comme ça, mais ça veut dire qu'on va s'intéresser à la manière dont la peau blanche peut avoir une influence sur la manière dont les blancs se perçoivent eux-mêmes et dont ils sont perçus par les autres.
C'est-à-dire qu'on va totalement évacuer l'idée selon laquelle la culture ou la biologie pourrait avoir un quelconque impact dans la définition du blanc. Mais avant de commencer, sachez que pour la toute première fois, cette vidéo est sponsorisée. Et ce sponsor, c'est Kalos, une marque française qui propose une gamme de produits très diversifiés et de grande qualité. Et le tout est fabriqué de manière artisanale. Kalos, c'est une marque qui revendique son côté patriote et qui porte des valeurs fortes, en s'inspirant de l'esthétique de la Grèce antique et de l'histoire de France. Et en plus des vêtements, il propose aussi un couteau tactique qui est le modèle utilisé par les soldats de l'armée française, mais aussi des bracelets, pendentifs et chevalières entièrement fabriqués en France par un artisan joaillier, avec ici le collier Fides ou la chevalière Regalia. Kalos cherche vraiment à donner un sens profond à ses bijoux via des symboles historiques. Histoire, art, force et beauté sont vraiment les maîtres mots chez Kalos. Alors que ce soit pour vous ou pour offrir, acheter chez Kalos, c'est soutenir la fabrication française et l'artisanat patriote, mais aussi les influenceurs qu'ils sponsorisent. Alors allez jeter un coup d'œil sur leur site, je vous mets le lien en description. Et si vous trouvez quelque chose qui vous plaît, vous pourrez utiliser le code MODIN pour avoir 10% de réduction. Alors je remercie sincèrement Kalos de sponsoriser cette vidéo et on est parti. Commençons par regarder la définition proposée par l'Observatoire québécois des inégalités à propos du racisme systémique. Bien qu'il n'existe pas de définition universelle du racisme systémique, la littérature semble s'accorder sur quelques caractéristiques. La dévalorisation d'une différence relevant de la couleur de peau, de la culture ou de l'origine ethnique d'une personne, un traitement discriminatoire basé sur ces différences, la normalisation et l'acceptation de ces biais discriminatoires dans les façons de faire, politiques, procédures, attitudes en apparence neutres des institutions publiques et privées. Si les deux premiers points sont assez simples à démontrer, le troisième est beaucoup plus insidieux. Et on va voir pourquoi tout au long de cette vidéo. Mais pour l'instant, continuons notre lecture. Ce qui distingue le racisme systémique du racisme individuel, c'est donc son inscription dans le quotidien des gens et de l'organisation de la société. On peut parler de racisme systémique lorsque un groupe de personnes racisées est victime d'une discrimination qui est statistiquement récurrente et disproportionnée par rapport à la moyenne, les normes ou critères sur lesquels reposent les décisions d'individuels ou collectives reflètent ou tolèrent certains préjugés contre les personnes racisées, les modèles organisationnels et des pratiques institutionnelles ont systématiquement des effets préjudiciables, voulus ou non, sur ces groupes. Encore une fois, le troisième point ici va être tout l'intérêt de cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, remarquez que dans le deuxième point, il est fait mention de personnes racisées, donc non blanches. Et c'est ça la grosse arnaque. Le concept même de racisme systémique exclut systématiquement les blancs. Encore une fois, il ne s'agit pas ici de nier que les Noirs ou les Arabes ont subi ou subissent encore du racisme, mais simplement de mettre en avant les particularités du racisme anti-blanc et la manière dont il s'exprime aujourd'hui. Quand les antiracistes parlent des origines du racisme, ils remontent systématiquement à la colonisation et à l'esclavage. Et plus encore, ces faits historiques seraient en fait la cause de toutes les discriminations et de tous les torts qu'ils subiraient aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons encore les conséquences de l'esclavagisme et du colonialisme. En fait, il est courant de dire que le racisme a même été inventé par les Européens justement pour justifier l'esclavage et la colonisation. Et derrière cette idée, il y a la volonté de faire porter la culpabilité aux Blancs. Sauf que ni le racisme, ni l'esclavage, ni même la colonisation ne sont des inventions ou des exclusivités européennes. Quand on parle de colonisation, on parle toujours de la colonisation européenne, jamais de la colonisation arabo-musulmane ou japonaise. Et quand on parle de l'esclavage, on parle toujours de la traite transatlantique, jamais de la traite arabo-musulmane qui a, il faut le rappeler, duré 13 siècles, qui a été encore plus meurtrière et encore plus cruelle, notamment parce qu'il castrait les esclaves pour les empêcher d'avoir une descendance. Absence de descendance qui explique d'ailleurs en partie le silence autour de ce phénomène, là où au contraire les descendants d'esclaves aux États-Unis ont largement pu faire entendre leur voix. On se retrouve donc devant un phénomène d'autoflagellation permanent de la part des Européens et d'une absence totale de remise en question du côté du monde arabo-musulman. Pourtant pas le dernier en ce qui concerne la colonisation et l'esclavage. Et surtout un monde arabo-musulman qui a été parmi les premiers à développer des théories raciales pour justifier l'esclavage.
il y avait un climat qui permettait, si vous voulez, ce racisme et cette volonté d'éliminer un peuple. Parce que vous avez des érudits arabes comme Ibn Khaldoun, qui était le savant arabe le plus célèbre du XIVe siècle. Eh bien, cet homme avançait l'idée selon laquelle les Noirs appartiennent au peuple à caractère bestial. Il les traitait d'ailleurs de sous-hommes et d'anthropophages. Alors, il prétendait que les seuls peuples qui étaient adaptés à l'esclavage étaient les nègres en raison d'un degré inférieur d'humanité et que leur place était plus proche du stade animal. Alors si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous renvoie à ma vidéo qui parle justement du livre dont l'homme que vous venez d'entendre vient de parler, Tidiane Ndiaye. Si vous ne l'avez jamais vu, vous pourriez y apprendre beaucoup de choses intéressantes. Maintenant, je voudrais vous rappeler la célèbre déclaration de Christiane Taubira. Il ne faut pas trop évoquer la traite négrière arabo-musulmane pour que les jeunes Arabes ne portent pas sur leur dos tout le poids de l'héritage des méfaits des Arabes. Et là, on commence à percevoir quelque chose. Dans cette déclaration, il y a bien l'idée d'une culpabilité et du fardeau que ça représente de porter cette culpabilité. Un fardeau qui doit être celui des Blancs et dont les jeunes Arabes devraient être dispensés. Et c'est précisément sur ce fardeau que repose le racisme anti-blanc. Et donc ici, je rejoins en quelque sorte les antiracistes qui considèrent que le racisme tire son origine de l'esclavage et de la colonisation. C'est vrai, et c'est vrai aussi pour le racisme anti-blanc. À ça s'ajoute le souvenir traumatisant de la Seconde Guerre mondiale, en partie motivé par des idées racistes. C'est bien la culpabilité qui est la racine profonde du racisme anti-blanc. Pourtant, les Blancs sont loin d'être les seuls à avoir commis des horreurs. Mais surtout, ils sont les seuls à pousser la remise en question à ce point-là. Ce racisme anti-blanc, contrairement aux autres formes de racisme, a dans l'inconscient collectif quelque chose de mérité. Et il est donc quasiment moralement justifiable. Et ça, c'est extrêmement problématique. Parce que ce racisme anti-blanc, il s'exprime aussi par l'autoracisme. La culpabilité que les Blancs ressentent pour eux-mêmes à cause de leur histoire les mène à se trahir eux-mêmes. Et c'est en ça que l'antiracisme, représenté par quelqu'un comme Taubira, consiste souvent à tout mettre sur le dos des Blancs. Voilà pourquoi l'antiracisme actuel n'est pas un antiracisme, mais bien un racisme anti-blanc qui base toute sa rhétorique sur l'exclusion du blanc de l'humanité. Et c'est un antiracisme qui est promu par le pouvoir en place. Et un des outils de ce racisme anti-blanc est de nier l'existence même de ce racisme. Une thèse d'ailleurs défendue par beaucoup de sociologues militants. Le racisme anti-blanc n'existe pas pour les sciences sociales. Et ça, c'est un argument fréquent chez les antiracistes. L'argument de la science. La sociologie dit que le racisme anti-blanc n'existe pas, donc il n'existe pas. Seulement, ces antiracistes semblent oublier quelque chose d'important. C'est également la science qui a justifié le racisme et donc la colonisation et l'esclavage. Et si la science s'est déjà trompée à ce sujet, est-il vraiment si invraisemblable qu'elle puisse se tromper encore ? Alors on l'a vu, le racisme anti-blanc repose quasi intégralement sur l'idée de culpabilité. Et bien sûr, tout ça a des conséquences directes et concrètes sur la vie des Blancs. Une culpabilité à si grande échelle, de peuples entiers, c'est un phénomène quasiment inédit dans toute l'histoire de l'humanité. Et on peut noter d'ailleurs que c'est une exclusivité du monde occidental. Promouvoir la détestation de soi et l'amour inconditionnel de l'autre à un point aussi maladif, c'est une exclusivité occidentale, et qui est d'ailleurs bien évidemment liée au traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Une des astuces pour nier l'existence du racisme anti-blanc, c'est de dire qu'il existe deux formes de racisme. Le racisme individuel, c'est-à-dire se faire insulter ou agresser spécifiquement en raison de sa couleur de peau, et le racisme systémique, plus insidieux, invisible, mais qui aurait des conséquences plus graves encore que de se faire tabasser ou insulter. Et ce racisme systémique empêcherait certains de trouver du travail ou de se loger, spécifiquement en raison de leur couleur de peau. Et ça, c'est une astuce qui est quand même bien pratique. Des blancs agressés par des non-blancs, c'est infiniment plus fréquent que l'inverse. Pourtant, ces agressions quotidiennes ne sont que rarement qualifiées de racistes. Peut-être déjà parce que quand on dit « je me suis encore fait agresser par », on va se faire traiter de raciste. La dimension raciste de ces agressions, elle est quasiment systématiquement évacuée. Quand bien même les profils des agresseurs et des agressés présentent des récurrences systématiques. Et quand bien même ces faits ont lieu tous les jours.
plusieurs fois par jour. Dans un de ses livres, notre bon ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, qui habituellement ne jure que par la sociologie et les explications imputables au racisme systémique, nous dit « Le moindre vol de portable est analysé à travers le prisme racial ». Et effectivement, mais quand il y a de telles récurrences dans le profil des agresseurs et des agressés, on peut entrer dans le domaine de la statistique et on peut commencer à faire de l'analyse sociologique pour comprendre les causes du problème. Mais ça ne se fait jamais. D'ailleurs, c'est une question qu'il faudrait vraiment se poser. Pourquoi la sociologie s'arrête dès que les problèmes concernent les Blancs? Et quand bien même l'agression se révèle être authentiquement raciste, il reste l'argument du « oui, mais c'était un acte isolé, ce n'est pas non plus du racisme systémique ». Sous prétexte que la violence symbolique, la difficulté à trouver un travail par exemple, serait plus handicapant que de se faire insulter ou agresser physiquement. Une violence physique dont souffrent très peu les non-blancs en comparaison, hors asiatiques bien sûr. Et évidemment, le traitement médiatique sera radicalement différent en fonction de qui est l'agresseur et qui est l'agressé. Une jeune fille qui a été violée à Évry, précisément, une petite blanche qui a été violée en Réunion, et le procureur a reconnu aujourd'hui au procès en appel qu'il n'avait pas pris en considération la composante raciale parce que ça risquait de faire beaucoup trop de bruit. C'était quoi cette composante raciale? C'est que les gars ont été la violée, ont-ils expliqué au tribunal, parce que toutes les blanches sont des putes. Texto. Mais pardon, mais une gamine de 18 ans qui est violée parce que toutes les blanches sont des putes. Pardon, mais il faut m'expliquer ce que c'est si c'est pas du racisme anti-blanc. Il y a un moment, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Mais admettons, le racisme individuel ne serait pas si grave que ça, après tout, ce sont des cas isolés. Eh ben, il y a quand même quelque chose qui cloche. Parce que dans le cadre du féminisme, par exemple, on nous dit ça. Comment vous réagissez à ce double féminicide en moins de 24 heures? C'est désolant, beaucoup trop, malheureusement pas surprenant. Je rappellerai d'ailleurs qu'on ne peut pas les qualifier vraiment de faits divers. Ce sont des faits systémiques, ça veut dire des faits que notre société engendre. Ici, elle nous dit que les faits systémiques, ce sont des faits que notre société engendre. Mais dans ce cas-là, pourquoi les violences individuelles faites aux femmes seraient systémiques et pas les violences à l'encontre des Blancs? Aux États-Unis, ça va encore plus loin parce que les Blancs sont même rendus responsables des violences qu'ils ne commettent pas. Les violences des Noirs sur les Asiatiques, par exemple, ne relèvent pas de la responsabilité des Noirs, mais des Blancs. Et certaines violences sont mises en avant par les médias, quand d'autres sont tout simplement dissimulées. Take a look at these statements from Movement for Black Lives and Black Lives Matter. These statements were released after a white man killed 6 Asian women at Asian-owned spas in Atlanta. And that's all that was said about anti-Asian violence by these organizations all throughout last year. Even though there has been hundreds of other violent incidents other than this spa shooting, many of it perpetrated by some anti-Asian black folks. Have we seen a statement explicitly acknowledging that anti-Asianness is a problem in the black community by a black-led organization or a black political or movement leader? No. This is why the anti-Asian violence is caused by white supremacy narrative is a cop-out. Bon, mais qu'importe tout ça. Admettons que le racisme individuel, les insultes, le tabassage et tout ça, ça ne compte pas. Que le vrai problème, c'est la violence symbolique et systémique. Parce qu'après tout, effectivement, se faire tabasser, voler ou insulter à cause de sa couleur de peau, c'est moins grave que de ne pas trouver un logement. Eh bien, intéressons-nous justement à cette violence symbolique. Est-ce que cette culpabilisation permanente ne pourrait pas avoir des conséquences plus larges et plus profondes encore qu'un simple tabassage en règle? Est-ce que le fait d'avoir intériorisé l'idée qu'on est un monstre en raison de sa couleur de peau, de ses ancêtres, n'a pas également des conséquences? Déjà, il y a cette habitude que beaucoup de Blancs ont de considérer qu'ils n'ont pas d'origine. Avant ça, enfin avant qu'on démarre vraiment, il y avait une personne trop sympa qui était venue me voir en disant qu'elle adorait les Noirs parce que voilà, ils ont des origines et que c'est vraiment super d'avoir des origines et qu'elle trouve ça génial, les origines et tout ça. Et donc je lui ai dit, oui d'accord, mais parce que vous en avez pas des origines? Et elle m'a dit, bah, non, en montrant sa peau, hein. Bah non. Alors moi, d'après ma mère, je n'ai pas d'origine. Je suis française de chez française. Considérer qu'on n'a pas d'origine, c'est considérer qu'on vient de nulle part.
comme s'il n'y avait rien avant nous. Et ce sentiment de ne pas avoir de racines, comme si on était privé de quelque chose, ça doit certainement avoir des conséquences psychologiquement. C'est se priver de repères, c'est quand même pas rien. Et ça devrait être un véritable sujet d'étude. Alors, je ne peux pas affirmer qu'il puisse exister un lien entre ce sentiment de culpabilité, de déracinement et la dépression à grande échelle, mais c'est un sujet qui mériterait qu'on s'y penche sérieusement. Et au-delà du déracinement, on retrouve aussi une certaine forme de haine de soi, des siens, ou à défaut de haine, on pourrait au moins parler de honte de soi, de son passé, de son histoire. C'est quoi la fierté d'être français? Bah, il y en a pas. Franchement, il y en a pas. Il y en a pas? Non. Quelle est la fierté d'être française? Je sais pas, hein. Et à une époque où on est prêt à pardonner aux blancs et à n'importe quel malfaiteur, il semblerait qu'on soit toujours incapable de pardonner aux blancs. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on considère que les méfaits des blancs ne sont pas derrière eux, que tout ce qui les entoure serait dû aux racisés. Tu vois ta putain de tour Eiffel, là? Elle a été créée avec les aciers de l'Algérie. Et que donc ils seraient coupables de tous les maux de la terre, notamment via l'idée du post-colonialisme, qui va totalement dédouaner ces pays de leurs ingérences actuelles. Mais ils sont aussi responsables du réchauffement climatique, du rejet de l'autre, de la guerre, de la famine, etc. L'antiracisme, en faisant du blanc la cause de tous les malheurs du monde, laisse imaginer qu'un monde sans blanc serait un monde meilleur. Le blanc doit être désolé d'être blanc pour tout ce que ses ancêtres ont fait, et parce qu'il continuerait de jouir du résultat de ses méfaits. Le blanc doit s'excuser d'exister. Et parmi les conséquences les plus radicales de cette culpabilité, on trouve carrément la volonté de disparaître. En France, par exemple, rien qu'en 2021, on parle de 223 300 avortements. Et un des grands combats de la France aujourd'hui, c'est de faire rentrer l'avortement dans la Constitution. Alors, c'est un vaste sujet, mais symboliquement, c'est très violent. Les Blancs militent pour disparaître. Hormis l'avortement, les nouvelles techniques de contraception sont en très grande majorité pratiquées par des Blancs. Se faire ligaturer les trompes, c'est irréversible, mais avoir des enfants aussi. Je m'appelle Artoise, j'ai 23 ans et je me suis fait ligaturer les trompes parce que je suis sûre et certaine que je veux pas d'enfants. Même si ces questions sont assez anecdotiques en vérité, parce que la contraception ou l'avortement, ce sont des choix. Le problème, c'est que le choix qui est fait, c'est de ne plus se reproduire, de ne pas perpétuer cette engeance démoniaque responsable de tous les malheurs du monde, le blanc. Parce que quand on pose la question de la nature profonde de ce choix de ne pas faire d'enfants, il y a quand même souvent cette idée de ne pas prendre trop de place, de ne pas nuire à la planète, de se voir comme quelque chose de nocif. Et encore une fois, c'est quasiment une spécificité occidentale. Quand on a intériorisé sa monstruosité, quand on se voit comme le responsable de tous les maux de la Terre, on se dit qu'il vaut peut-être mieux disparaître, effectivement. Alors, cette baisse de natalité peut bien sûr s'expliquer aussi via d'autres facteurs, comme la perte de confort qu'implique le fait de fonder une famille, par exemple. De perdre ce statut de simple consommateur si confortable, et le fait que l'adolescence dure parfois toute une vie. Je pense que moi, j'associe beaucoup la famille à la déperdition, à la tristesse, à l'ennui, à la sociabilité, à l'obligation, alors que l'amitié, c'est l'espèce d'aspiration à une vie au dehors, justement, à une vie qui n'a pas de centre. Et j'essaye d'imaginer que ce serait une société dans laquelle il n'y aurait pas un ministère de la famille comme il y a aujourd'hui, mais un ministère de l'amitié. Pourquoi il n'y aurait pas des allocations amicales plutôt que des allocations familiales? Très sociologiquement, le simple fait de se mettre en couple divise par 5 la fréquentation et les nombres de sorties. Donc c'est un appauvrissement considérable du tissu relationnel qui est objectivement engagé dès qu'on s'engage dans un mode de vie conjugal et familial, parce que la vie se met à avoir un centre qui est le foyer, qui est l'intérieur, qui est le domestique. Si être blanc ne peut pas encore être considéré comme un handicap social, dans le sens où l'entendent les antiracistes d'aujourd'hui, on dirait que tout est fait pour que ça le devienne très rapidement. Et aujourd'hui, les discriminations que subissent les minorités sont le plus souvent des discriminations positives qui se font au détriment de la majorité. Ainsi, on voit régulièrement des injonctions à embaucher moins de blancs. À compétence égale, eh bien, désolé, on choisira la femme ou on choisira la personne venant autre chose que le mâle blanc, pour être clair. On peut aussi prendre l'exemple des États-Unis qui avaient mis en place des systèmes de discrimination positive aberrants pour les blancs et les asiatiques. On a vu aussi des exemples de personnes qui perdaient leur travail parce que blancs. On a aussi vu des gens se faire passer pour des non-blancs afin de pouvoir profiter de certains privilèges, notamment chez les étudiants qui s'inventent parfois des origines non blanches. Très difficile après ça de justifier d'un racisme systémique. Pour certains, se faire passer pour un non-blanc a même été la clé du succès. Elle s'est fait passer pour une afro-américaine pendant plusieurs années.
Après la révélation de la supercherie, Rachel Dolezal s'est exprimée mardi lors d'une interview télévisée sur la chaîne NBC. Rachel Dolezal se présentait comme une afro-américaine depuis 2009 et a fait carrière en mentant sur sa couleur de peau. Et si on n'a aucun mal à dire que les Noirs qui cherchent à se blanchiser sont victimes d'une certaine forme d'autoracisme, avec comme exemple emblématique Michael Jackson, alors pourquoi on considérerait les choses différemment pour les Blancs? Si le Noir voulait se débarrasser du stigmate que représentait sa peau, il en va de même aujourd'hui pour le Blanc. Il y a donc une inversion du racisme dans les pays occidentaux, parce qu'il ne s'agit pas ici de nier que les Noirs, notamment, ont subi et subissent encore le racisme, mais que ce que fait l'antiracisme actuel, ce n'est pas combattre le racisme, mais bien de combattre les Blancs. That's right. You understand? Keep going, man. Keep it coming, man. You understand? Keep it coming. Only a couple more, two more. Si la couleur de la peau est une fierté pour beaucoup, elle est devenue un stigmate pour les Blancs. Et j'utilise ce terme à dessein, la notion de stigmate qui renvoie aux personnes marquées au fer rouge dans la Grèce antique est souvent employée pour dénoncer les effets du racisme. Être blanc est devenu un stigmate réel et c'est loin, très loin d'être terminé. Le blanc est considéré comme un oppresseur, un monstre, un manipulateur, un égoïste, un colonisateur. Et il faut le lui rappeler sans cesse. Et surtout, pour beaucoup, que le blanc subisse le racisme aujourd'hui, c'est justifiable moralement. C'est parfaitement mérité, c'est le retour de bâton, comme on l'entend parfois. La culpabilisation devient un outil qui sert à justifier la haine moralement. Et la grande particularité de ce racisme anti-blanc, c'est ça. C'est que contrairement à toutes les autres formes de racisme, il serait justifiable moralement. Et l'histoire nous a pourtant prouvé que c'était précisément quand on justifiait la haine raciale moralement que les ennuis commençaient vraiment. Un des chevaux de bataille les plus importants des antiracistes, c'est la question de la représentation. L'argument consiste à dire que les minorités devraient se sentir représentées dans le sport et les arts grand public, comme le cinéma, la musique, mais aussi dans les médias en général. Et surtout, il faut que ces minorités soient représentées sous des traits flatteurs, qu'ils soient toujours mis en avant, dans le but de servir l'identification et d'avoir un impact positif sur la jeunesse notamment. Sauf qu'en vérité, ça a toujours été plus ou moins le cas, le rôle du méchant étant quasiment systématiquement attribué aux blancs. Plus encore, à chaque fois qu'il faut représenter un lâche, un faible, c'est systématiquement un blanc. Le non-blanc, lui, sera toujours parfaitement droit, juste et bon. Il y a d'ailleurs tendance à rendre les films américains encore plus prévisibles qu'ils ne le sont déjà. On pourrait aussi parler de l'effacement progressif de personnages historiques blancs par des personnages de couleur. Il est quand même très difficile d'y voir autre chose que de la propagande grossière. Sous prétexte de diversité, on procède à un remplacement symbolique des Blancs. Et l'équipe de France en est d'ailleurs un bon exemple, avec un pourcentage de non-blancs qui n'est absolument pas représentatif de la composition actuelle du pays. Pourtant, la question de savoir si les jeunes Blancs se sentent représentés par cette équipe à un moment où le foot est à tel point central, elle n'est non seulement jamais posée, mais elle ferait surtout un énorme scandale. On pourrait aussi parler des pubs qui tentent littéralement d'évacuer l'homme blanc. Bref, les exemples sont très nombreux. Lorsqu'une minorité ou une communauté est soumise à un rejet ou à des discriminations, l'un des réflexes naturels, c'est la revendication d'une fierté d'appartenir à ce groupe. On l'a beaucoup vu chez les Noirs américains, l'orgueil blessé des communautés a souvent tendance à se réfugier dans une affirmation de leur identité. Or, même cette possibilité-là est inaccessible aux Blancs. Sitôt qu'ils mettent en avant les bienfaits que leurs ancêtres ont apportés, que ce soit par le progrès technique, scientifique, artistique, social, philosophique ou autre, il leur est quasiment systématiquement reproché d'être des suprémacistes. Alors même qu'on peut voir assez souvent chez des non-blancs cette volonté de mettre en avant la contribution de leurs ancêtres à l'histoire et au progrès humain en général. Quand bien même, tout est faux. Une journée sans les inventions noires, je me réveille à 7h tranquillement, j'ai envie d'allumer la lumière mais mince, ça n'existe pas. Petit coup de froid, je veux prendre le chauffage mais bien évidemment ça n'existe pas, donc je me prépare, je prends ma douche, je me brosse les dents tranquillement et je prépare mes vêtements que j'ai envie de repasser avec la table et avec le fer. Mais ça n'existe bien évidemment pas. Du coup, je ferme la porte de chez moi, je ne sais pas comment puisque la poignée n'existe pas, l'ascenseur n'existe pas, donc je décide d'y aller à pied. Je prends les escaliers. Et si je prenais mon courrier, eh ben non, les boîtes aux lettres n'existent pas, c'est pas grave. Mais que ce soit faux, ça n'a pas tellement d'importance ici. Ce qu'il faut bien voir, c'est que si un blanc fait la même chose, il est à considérer comme un suprémaciste.
Et ce rapport à nos ancêtres est totalement déséquilibré. Pour un non-blanc, l'identitarisme, le fait de se revendiquer de l'héritage de ses ancêtres, est à la fois naturel et souhaitable. Tous les militants afro-américains, par exemple, se revendiquent de l'héritage de la souffrance de leurs ancêtres. Ils ont une connexion à eux, au point même de demander des réparations pour les souffrances subies par leurs ancêtres, et parce qu'ils considèrent que leur situation actuelle est entièrement due aux phénomènes historiques. Or, pour le blanc, cette connexion à ses ancêtres, cette fierté identitaire, lui est impossible à cause de ce sentiment de culpabilité, quasiment devenu un devoir moral, qui devrait effacer absolument tout le reste. Et cette criminalisation de la fierté, c'est l'impossibilité d'un remède. What are white people superior at? What exactly are white people superior at? They're real good at violence. Violence. Genocide. Pretending. Fear. Being ignorant. Blame. Letting their egos control their every move. It's like stealing people's lives just because they feel like it. Imaginez un peu le scandale absolu que ferait une vidéo où les rôles seraient inversés. C'est d'ailleurs un argument devenu cliché tant il a été répété et répété. Mais c'est pourtant une manière d'évaluer le racisme qui n'est jamais utilisée que de se poser la question de ce qu'on a le droit de dire et de ce qu'on n'a pas le droit de dire. En procédant comme ça, on se rend bien compte que la seule forme de racisme qui soit autorisée, voire même encouragée, c'est le racisme anti-blanc. Et surtout, c'est un racisme officiel et pratiqué par les plus hautes instances, la société française étant profondément antiraciste. Mais il s'agit d'un antiracisme devenu synonyme de racisme anti-blanc, c'est-à-dire une autoflagellation de la part des intéressés et une justification morale à leur détestation pour les autres. Combattre le racisme, c'est une bonne chose en soi, ça semble évident. Et de plus, l'histoire a prouvé à quoi l'idéologie raciste pouvait mener. Et c'est précisément pour ça que le racisme anti-blanc devrait être combattu avec la même ferveur que les autres types de racisme. Et pour ça, l'antiracisme doit absolument changer de paradigme. Parce qu'un antiracisme qui exclut de l'humanité une race, ce n'est pas de l'antiracisme. Il n'y a qu'en Occident que la majorité ethnique n'a pas le droit d'être aveugle à sa propre couleur. Et les choses sont loin d'être en voie d'amélioration. Notre ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, par exemple, refuse de reconnaître l'importance du racisme anti-blanc, de ce phénomène d'autodétestation qui a pris des proportions gigantesques. Et c'est absolument indigne d'un ministre de l'Éducation qui est en charge de la jeunesse du pays et qui est censé faire de la lutte contre le racisme une priorité. Le racisme anti-blanc, avec toutes les conséquences négatives qu'il a, devrait être étudié en profondeur et notamment par les sociologues. Ce qui demande un changement radical de paradigme. Mais malheureusement, c'est pas près d'arriver parce que c'est un milieu qui est absolument gangréné par le militantisme. Je remercie encore très sincèrement Kalos d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'est vraiment un soutien inespéré pour ma chaîne et c'est ce genre d'initiatives qui permettent aux petites chaînes comme la mienne de perdurer. Alors n'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil à leur site. Et si vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous pouvez profiter du code MODIN pour avoir une remise de 10%. Alors encore une fois, un grand merci à Kalos. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo pour comprendre que les justifications morales à l'esclavage et à la colonisation ne sont pas des exclusivités européennes. Et la semaine prochaine, je vous ferai un long retour sous forme de podcast audio du livre de Pap Ndiaye, La condition noire, qui m'a d'ailleurs inspiré cette vidéo. Alors j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous.